à tous, on est le lundi 14 mai, vous êtes bien sur le média et vous regardez le journal, votre journal. Alors au sommaire, une actualité sociale chargée avec la loi sur les violences sexuelles qui est discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On va aussi parler de la SNCF et de la mobilisation importante des cheminots. On reviendra notamment sur les chiffres de cette mobilisation qui sont revenus presque comme au début de la mobilisation en avril. On reviendra aussi également sur l'attaque au couteau qui a eu lieu à Paris ce samedi à Opéra. Aude Lancelin sera avec nous pour évoquer Reporters sans frontières et Rémi Kenzo parlera lui du Red Star dans un Mag Sport, le tout premier d'une belle série sur le foot populaire. Mais tout de suite, on parle du projet de loi sur les violences sexuelles. Et pour en parler, on reçoit Roselyne Royer, donc qui est la présidente, bonsoir, qui est la présidente de la Maison des femmes de Montreuil, et Claire Guiraud, qui est secrétaire générale au Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. Alors, donc cette loi sur les violences sexuelles est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, et déjà, ce projet donc, de loi suscite des réactions, notamment sur l'article 2. Donc, il faudrait qu'on revienne un peu justement sur ce qui fait, sur ce qui fait débat. Mais donc, pour commencer, cette loi, donc l'objectif de ce projet de loi, c'était déjà normalement d'améliorer en fait la protection des personnes qui sont victimes de ces violences sexuelles. Et on a vu donc ce matin qu'il y a eu beaucoup donc de personnalités, de membres notamment aussi du milieu associatif qui espéraient le voir amendé par les parlementaires. Mais l'article 2 qui concentre donc toutes les critiques a vu en fait une levée de bouclier et donc il y a 250 personnalités notamment qui se sont élevées contre justement ce texte. On pense notamment à Yvette Roudy, qui est une des anciennes ministres des droits des femmes. On a aussi Geneviève Rizac, on a aussi des comédiennes comme Karine Viard, enfin beaucoup de personnes. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer d'abord ce qui bloque dans ce projet donc sur la loi contre les violences sexuelles et sexistes? Bien sûr, alors peut-être pour commencer, rappeler quand même qu'on a besoin de ce projet de loi, parce qu'aujourd'hui, les violences faites aux femmes, les violences sexistes et sexuelles, elles sont massives. On l'a vu avec le récent mouvement MeToo, mais c'est des statistiques en fait qu'on connaît depuis longtemps. Pour vous donner quelques chiffres, on sait que 84 000 femmes sont violées chaque année. On sait qu'une femme sur 10 porte plainte et qu'une plainte sur 10 aboutit à la condamnation d'un agresseur. Donc ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, 99% des viols sont impunis. Et donc on a besoin de ce projet de loi pour mieux condamner les agresseurs de ces violences, qu'elles soient commises dans les transports en commun, sur Internet ou dans la famille. Alors ce qui cristallise les débats, c'est effectivement ce fameux article 2. Donc pourquoi est-ce que... Il cristallise les débats, peut-être pour comprendre aujourd'hui déjà ce que dit la loi. Aujourd'hui, la loi, elle propose deux types d'infractions. D'abord, le viol, qui est donc toute pénétration sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise, qui est un crime qui est sanctionné de 20 ans de prison, quand il est commis sur un mineur de moins de 15 ans. Et puis, on a l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, qui est en fait tout acte sexuel d'un majeur avec un mineur de moins de 15 ans, et qui est un délit, et qui est condamné de 5 ans de prison. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la loi en l'état, elle est insuffisante? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce projet de loi? Parce qu'on a eu des affaires récemment, comme l'affaire de Pontoise ou l'affaire de Meaux, dans lesquelles on a considéré que des petites filles de 11 ans avaient pu consentir à des actes sexuels avec des adultes de 28 ans, 30 ans, parce qu'elles n'avaient pas assez refusé, parce qu'elles n'avaient pas exprimé leur non-consentement. Et ces hommes, ils n'ont pas été condamnés. Donc c'est ça le problème aujourd'hui et c'est ça qu'on veut résoudre avec ce projet de loi. Donc deux objectifs. D'abord, fixer un interdit clair aux adultes, de dire aux adultes on ne pénètre pas sexuellement les enfants. Et reconnaître que le viol et la pénétration sexuelle commise sur un enfant par un adulte, c'est un viol, c'est un crime et donc c'est un acte très très grave. Or, qu'est-ce que fait le projet de loi aujourd'hui? Dans ce fameux article 2, il y a deux dispositions essentiellement. La première disposition précise en fait la définition du viol en disant que quand la victime a moins de 15 ans, le juge devra apprécier de la capacité de discernement de l'enfant. Et donc, quel est le problème de ça? C'est qu'en fait, ça fait reposer sur la victime la preuve du fait qu'elle n'a pas consenti. Alors que justement, nous, ce qu'on veut, c'est établir ce seuil d'âge absolu, puisque nous considérons qu'un enfant, il ne peut pas ni consentir ni refuser, puisqu'il ne peut même pas se représenter ce qu'est un rapport sexuel avec un adulte. Et puis dans cet article 2, il y a une autre disposition, qui est l'augmentation des peines pour atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans, ce qui peut paraître comme étant un objectif salutaire, puisque ça permettra de condamner plus fermement les agresseurs. Mais le problème, c'est un risque de déqualification massif et du fait que donc on va juger comme atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, ce qui est un délit, ce qui en réalité est un viol, un crime, et ça doit être énoncé, c'est essentiel pour la reconstruction des victimes. Et donc ce que propose le Haut Conseil, et c'est une proposition qu'on avait déjà formulée dans un rapport en 2016,
et qui est toujours valable, puisqu'effectivement on a vu qu'en commission des lois, le texte n'avait pas bougé sur ce point-là, c'est de fixer un seuil d'âge à 13 ans, qui soit très strict, et en dessous duquel on établit que systématiquement, un adulte qui a un rapport sexuel avec un enfant de moins de 13 ans commet un viol, qui est un crime. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que justement par rapport à ce qui vient d'être dit et notamment comment vous avez aussi reçu donc ces discussions en commission, comment vous réagissez puisque vous accompagnez des femmes au quotidien, notamment sur ces questions de violences sexuelles et sexistes? Alors, bien sûr, on a suivi parce que c'est un sujet qui revient très, très, très fréquemment auprès de nous dans le cadre de l'accueil des femmes particulièrement. Pour les mineurs, bien sûr, nous, on accueille moins des mineurs, mais on a parfois quand même des enfants liés à la famille de la femme qui est concernée. Donc, parfois même, on est confronté directement au sujet. Ce qui est vraiment magnifique, c'est que tout le monde discute, pour une fois, sur le sujet, parce que c'est des sujets qui sont complètement éteints et voilà, qui passent toujours dans les petits couloirs, les petits derrières, les petits, voilà, un peu vite, un peu rapidement. Et du coup, un grand nombre de cas ne sont pas traités jusqu'au bout. Et au jour d'aujourd'hui, s'il y a si peu de plaintes et si peu de condamnations, c'est aussi parce qu'il y a un découragement devant la montagne qui se met devant la personne qui est concernée, que ça soit une femme ou que ça soit un enfant, encore plus selon comment les parents vont réagir ou pas, porter plainte ou pas. Le fait de dire qu'il faut fixer un seuil, bon, il y a l'idée de 13 ans, 15 ans, bon, c'est un seuil qui est un petit peu difficile à cerner, mais de fait, forcément, un enfant ne peut pas consentir à quelque chose où il a été sinon forcé, sinon surpris, sinon obligé, il a été contraint par le fait que l'adulte qui connaît, en général, parce qu'on sait très bien, vu les chiffres, que la plupart se passent dans le milieu familial ou proche, en tout cas dans l'entourage proche, et il a été contraint, et derrière, il y a tout ce qui est la force de persuasion de dire tais-toi, ne dis rien, c'est notre petit secret, on le répétera pas et tu vas pas le dire et c'est bien, etc. Bon. Ou bien au contraire, l'enfant est complètement tétanisé et on a vu quand même un grand nombre maintenant de travaux sur qu'est-ce que c'est être tétanisé, être complètement retiré de tout, même de son corps soi-même, lorsqu'on est contraint par la force à des choses qu'on n'avait absolument pas soupçonnées et qui, bon, tout le travail sur le traumatisme des violences, maintenant on avance. Bon, ça c'est des bonnes choses vraiment. Bon, cela dit, maintenant, le détail de la loi et puis les petits mots qui font que ça passe ou que ça passe pas, on voit que c'est assez subtil et on se demande finalement, est-ce qu'il ne faut pas quand même avoir des mots très clairs, au moins sur le fait que toute pénétration, c'est la définition, est un crime, quel que soit, voilà, après on regarde l'âge après, et puis en tout cas si c'est pas consenti, et on considère donc que des plus petits ne peuvent pas consentir à quelque chose qu'ils n'ont pas pu exprimer, dont ils n'ont peut-être même pas le vocabulaire pour le dire. Donc en tout cas, les acteurs associatifs et même les personnalités qui sont engagées dans cette lutte sont plutôt d'accord justement sur le problème de préciser, de bien définir justement ce qui relève du viol, ce qui relève de l'atteinte sexuelle et justement au niveau du seuil par rapport aux mineurs. Ce que vous disiez, vous, c'est qu'il n'est pas question qu'en deçà d'un certain âge, on considère que ce soit autre chose qu'un viol. Il y a aussi la question de l'imprescriptibilité, justement, puisque vous parliez de la mémoire aussi, voilà, qui a justement été repoussée pour des raisons de difficulté, justement, justement, de ne pas prescrire ces actes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et le fait que, justement, ça a été repoussé, qu'est-ce que ça vous évoque, à la fois
par rapport donc aux victimes et puis par rapport aux personnes que vous... Voilà. Quand on sait parfois combien c'est très long pour faire le chemin, pour repérer dans sa propre vie le type d'acte auquel on a été confronté à un moment donné quand on était enfant, même déjà pour des femmes adultes qui ont du mal parfois même à signifier ce qui se passe exactement dans le cadre d'un viol conjugal, par exemple. C'est extrêmement difficile parce que la limite, oui, j'ai pas consenti, je consens, je veux pas, oui, mais voilà, bon. On voit que notre société a quand même construit au fil du temps, des siècles et on va dire, allez, des millénaires, des contraintes pour les femmes sur leur position par rapport à la vie sexuelle et à l'obligation du devoir conjugal, par exemple, et de l'obéissance des enfants, des enfants aux adultes. Et donc, on est dans un cadre où, pour aller prendre conscience jusqu'au fond de ce qui nous arrive même profondément, il y a tout un chemin. Plus le fait, et on le sait, que les traumatismes, parfois, annihilent complètement la mémoire sur des mois, des années, des décennies même. Parfois, ça remonte très longtemps après, et souvent dû à des événements. Ou des odeurs, ou des sons, et donc au moment où ça revient, bon là c'est dramatique puisque c'est comme si c'était le premier jour et la première fois. Donc l'idée de ne pas mettre de date, c'est donner la chance à quelqu'une personne, même très âgée, de pouvoir finir son histoire avec la reconnaissance de ce qui lui est arrivé, même très petite. Mais du coup, voilà, il y a juste, on va dire, une extension juste de ce délai-là. Vous, comment justement, est-ce que vous avez justement une proposition, puisque vous avez aussi fait des propositions d'amendement là-dessus. Est-ce qu'il est possible justement, comme ce que vous venez d'expliquer, qu'on ne prescrive pas ces crimes? Et donc il y a la question de, parce que par rapport à d'autres crimes, ce serait un peu injuste et ce serait déséquilibré. Donc, est-ce que vous, selon vous, en fait, la loi et en général le débat là-dessus aurait dû aller plus loin et statuer sur cette question en disant on n'a pas à prescrire ces crimes pour les raisons que vous venez d'évoquer? Alors effectivement, aujourd'hui, les viols commis sur mineurs, ils sont prescrits après 20 ans, après la majorité de la personne victime. Donc, c'est-à-dire qu'elle a jusqu'à ses 38 ans pour aller déposer une plainte et et que la justice engage des poursuites. Là, le projet de loi propose d'étendre à 30 ans, donc jusqu'aux 48 ans de la victime. Ça nous semble effectivement très important parce que vous l'avez expliqué, il y a tout un tas de phénomènes, ce qu'on appelle la mémoire traumatique, qui peuvent faire que la victime, la révélation en fait des violences à la victime peut prendre du temps. Et on sait aussi, vous l'avez aussi dit, que les violences sexuelles sont commises très largement par des proches ou dans la famille. Et donc on peut imaginer que c'est compliqué d'aller déposer une plainte contre son père, son cousin ou son oncle, et qu'il faut arriver à s'être un peu construite dans sa vie, avoir son autonomie émotionnelle, financière, pour pouvoir aller dénoncer sa famille, qui est quand même censée être le premier cercle de solidarité. Et donc accepter déjà que sa famille ait pu faire ça et ensuite aller la dénoncer dans la justice, c'est un acte très compliqué qui prend du temps. Et donc c'était effectivement indispensable que ce délai de prescription soit augmenté. Donc nous, c'était la proposition qu'on avait aussi faite dans cet avis de 2016 sur le viol. On ne s'était pas prononcé pour une date en particulier, mais on appelait en tout cas au prolongement de ces délais de prescription parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, ça semblait totalement impossible. Le ministère de la Justice nous disait ce n'est pas possible, il y a une cohérence dans les délais de prescription et aujourd'hui on a un régime qui convient. Donc déjà augmenter de 10 ans, il faut se rendre compte que déjà c'est un combat. Il y a eu un énorme engagement de la ministre Laurence Rossignol, il y a eu une mission de 2 personnes qui ont demandé aussi à ce que ce délai de prescription soit augmenté. Donc c'est vrai que c'est une grande victoire. Peut-être qu'on pourra aller plus loin dans un autre texte. Effectivement, nous on nous a souvent répondu quand on travaillait sur ce sujet que ce serait inconstitutionnel de rendre les viols imprescriptibles. Et puis quand on lit l'étude du Conseil d'État sur le projet de loi, on lit qu'en fait c'est pas du tout inconstitutionnel, c'est une question de choix de société, de décider de ce qui se prescrit, de ce qui se prescrit pas. Et après il y a effectivement une question d'échelle et de cohérence entre les délais de prescription, mais il n'y a rien qui n'empêcherait dans l'absolu de rendre les viols imprescriptibles. Et d'ailleurs c'est ce que certains États aux États-Unis, la Californie en particulier, a fait après les affaires Bill Cosby.
Et donc ça nous semble peut-être à réfléchir à plus long terme. On va terminer notamment sur cette loi, sur cet article 2 donc, qui posait problème et donc ces dispositions, donc, puisque le débat continue. Est-ce que vous, justement, vous avez un vœu, puisqu'on voit qu'il y a quand même une forte mobilisation, donc d'un mot, pour justement faire réfléchir peut-être et faire entendre au gouvernement notamment que là-dessus, en fait, personne n'est d'accord et personne ne souhaite que justement il y ait le risque qu'on ne puisse plus qualifier de viol, des agressions et des atteintes, notamment sur les mineurs. D'un mot. D'un mot, l'objectif, c'est de plus condamner les agresseurs et de reconnaître que le viol est un crime, que c'est très grave, et en particulier quand c'est commis sur des enfants. Et donc, d'un mot, la disposition que nous, on propose, c'est d'inscrire dans la loi qu'un adulte qui commet une pénétration sexuelle sur un enfant de moins de 13 ans commet un viol, et c'est un crime. Voilà. Et je pense qu'on peut aussi parler de la visibilité de ces viols, parce que c'est quand même très très peu mis à la lumière, et ça reste quand même un sujet très tabou. Et le fait que les députés s'emparent de ce sujet, le mot passe et circule dans les médias, et ça peut quand même aider certaines personnes à prendre position et à pouvoir se libérer. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau du Média. Nous, on va continuer de suivre sur le sujet, tout ce qui va se passer, et on espère que vous reviendrez éventuellement pour en parler plus avant. Merci beaucoup. Merci bien. De rien. On passe à la mobilisation donc, dans les universités qui ne faiblit pas. L'État continue d'intervenir pour sortir les étudiants qui occupent ces universités. On rappelle, ils protestent contre l'application de la nouvelle loi d'orientation. Et ce matin, à 4h30, c'est l'université Rennes 2 qui a été évacuée par les forces de l'ordre après 4 semaines de blocage intensif. La décision du président de l'université, Olivier David, d'évacuer la fac a été vivement condamnée par l'UNEF, donc qui est un des syndicats étudiants. Ils s'en sont émus sur Twitter. On a déjà parlé ici, mais actuellement, la question de la tenue des examens également est brûlante, conséquence directe de ces mois d'occupation étudiante. Donc, par exemple, à Marseille, où suite à un blocage de la fac de droit ce matin, la direction a décidé d'annuler les examens pour la journée. Sur le campus de Lyon 2, une chaîne humaine a été créée pour bloquer l'accès au site. On a aussi Nanterre, où les étudiants sont dans l'attente d'une réponse de la part de la direction de l'université pour savoir si oui ou non les partiels sont maintenus. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette actualité, vous en avez l'habitude ici. Ensuite, c'était la 18e journée de grève pour les cheminots. Aujourd'hui, les syndicats l'avaient annoncé, ça devait être la journée sans cheminots. Et comme vous pouvez le voir sur ces photos, ou encore sur celle-ci prise ce week-end des cheminots donc de Versailles avec des confrères belges, même si le pays ne s'est pas arrêté de fonctionner, le taux de grévistes approchait les 43% des chiffres comparables à la toute première journée de grève du 3 avril dernier. Donc c'est bien la preuve que le mouvement de contestation ne faiblit pas. Aucun train n'est par exemple parti de la gare de Lille-Flandre ce matin et énormément de piquets de grève ont été organisés devant les gares comme ici au dépôt TER de Lille-Fives. Donc tout est une question de timing, puisque si vous l'avez raté, sachez qu'avant-hier, une note interne à la SNCF a été révélée, une note donc qui révèle, selon les syndicats, la volonté de privatisation de la SNCF. Donc le trafic devrait revenir à la normale demain, en attendant les prochaines journées de cette grève perlée, vendredi et samedi prochain. Alors, je vous le disais en préambule, nous souhaitions revenir sur la journée de samedi, marquée à Paris par des actes criminels, malheureusement. Et nous avons une pensée pour la victime de l'attaque perpétrée samedi soir par un jeune homme armé d'un couteau dans le quartier de l'Opéra à Paris. Donc, ce jeune homme, c'est Ronan, c'est son nom. Il était âgé de 29 ans, il vivait à Paris et était originaire de la ville du Mans. 4 autres passants ont été également blessés par son assassin, mais leurs jours ne sont plus en danger. Alors qu'il était à la recherche d'autres victimes, l'assaillant, lui, a été tué par balle par un policier. Et selon les premiers éléments de l'enquête, il avait été signalé auprès des autorités judiciaires et policières pour ses relations avec des terroristes. Il avait prêté allégeance au groupe État islamique, selon une vidéo de revendication rendue publique par l'organisation peu après l'attentat. Donc à ce stade, la police examine un lien possible avec une filière de personnes originaires comme lui de Tchétchénie. Et tout de suite, on passe à la chronique d'Aude Lancelin.
Alors bonsoir Aude, donc Aude est en plateau avec nous, c'est rare et agréable. Donc ce soir tu voulais évoquer la question de la liberté de la presse dans notre pays à la faveur du rapport de RSF. Bonsoir Dolores. Oui, ce soir je voulais revenir sur le dernier rapport de la fameuse organisation, ou plutôt sur l'usage curieux qui en est fait depuis quelques semaines par les dirigeants de RSF eux-mêmes et par certains de nos confrères. Le 25 avril paraissait donc le rapport annuel de l'organisation censé observer l'état de la liberté de la presse dans le monde. La France y apparaît une fois encore en mauvaise posture, entre la Slovénie et le Chili cette année en 33e position. Une légère remontée tout de même de 6 places par rapport à l'an dernier, mais une remontée qui n'est en réalité qu'une correction mécanique du fait de la dégradation générale de la situation des médias dans le monde, au sein de l'Union européenne notamment, où 2 journalistes ont été assassinés l'an dernier dans le cadre de leurs enquêtes sur la corruption et les paradis fiscaux. Les causes de cette altération de la liberté des médias en France, on les connaît depuis des années déjà. Ces causes qui précipitent régulièrement notre pays dans les profondeurs du classement. Je me contenterai du reste de citer le rapport 2016 du même Reporters sans frontières sur ce point. Si la France est si mal classée, c'est à cause, je cite, d'une poignée d'hommes d'affaires ayant des intérêts extérieurs au champ des médias qui ont fini par posséder la grande majorité des médias privés à vocation nationale. Donc vous l'avez compris, on parle ici bien sûr des Vincent Bolloré, des Xavier Niel, des François Pinault, des Bernard Arnault, des Patrick Drahi, qui possèdent 90% des médias en France, une situation sans précédent depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Mais bizarrement, ce ne sont pas ces géants du CAC 40 qui ont fait main basse sur l'information que le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, et le président de l'association RSF, Pierre Aski, toujours salarié au sein de l'un de ces groupes, ont choisi cette année de cibler. Cette année, ces vigies du journalisme français ont choisi de s'alarmer dans les médias, tenez-vous bien, du danger que représente le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Et oui, c'est original. Le problème des médias en France, ce ne sont pas les incursions du pouvoir et de l'argent dans les rédactions. Le problème, c'est l'opposition. Du reste, les décodeurs du Monde, propriété de Xavier Niel et Mathieu Pigasse, comme la station Europe 1, propriété d'Arnaud Lagardère, comme les Inrecuptibles, propriété du même Mathieu Pigasse, ont donné un large écho à ces inquiétudes des dirigeants de RSF. Jean-Luc Mélenchon se serait en effet rendu coupable de propos innommables à l'égard du journalisme français. Il installerait un climat délétère pour la liberté d'expression dans le pays, à l'instar de dictateurs en poste comme Recep Erdogan ou du président Donald Trump. Je citerai les propos très véhéments de Christophe Deloire sur ce point. La libération de la haine contre les journalistes est l'une des pires menaces pour les démocraties. Les dirigeants politiques qui alimentent la détestation du journaliste portent une lourde responsabilité, car remettre en cause la vision d'un débat public fondé sur une libre recherche des faits favorise l'avènement d'une société de propagande. Je dois vous dire qu'en lisant cela, je me suis sentie extrêmement inquiète. Pas tant pour la menace que ferait peser Jean-Luc Mélenchon sur les libertés publiques, parce que ça, tout le monde a compris que c'était une blague. Non, inquiète de voir que l'organisme qui cible dans son rapport, l'organisme cible dans son rapport la seule opposition parlementaire qui réussisse encore à se faire un peu entendre aujourd'hui face au pouvoir d'Emmanuel Macron. Inquiète aussi, il faut le dire, pour tous ceux qui mènent depuis des années une critique rigoureuse et entièrement justifiée de la dévoration des médias français par les intérêts privés et qui voient donc leurs efforts qualifiés par la plus importante instance de représentation du journalisme de pires menaces pour la démocratie. Alors, puisque vous faites semblant de ne pas comprendre, monsieur Deloire, messieurs les dirigeants de RSF, ce que nous essayons de faire depuis des années, je vais rappeler ce soir sur le plateau du Média quelques points importants. Premier point, critiquer la mise sous tutelle des médias par des actionnaires du CAC 40, ce n'est pas alimenter la haine du journalisme. Au contraire, critiquer cette mise sous tutelle, c'est rendre aux futurs journalistes l'espoir d'exercer un jour à nouveau leur métier dans des conditions dignes, des conditions de liberté retrouvées. Deuxième point,
Il est scandaleux de faire mine de confondre le sort réservé aux journalistes dans des dictatures comme la Turquie ou l'Égypte avec l'indispensable critique des médias menée depuis une vingtaine d'années par des penseurs comme Noam Chomsky ou Pierre Bourdieu, des journalistes comme Serge Halimi ou plus tard François Ruffin, des politiques comme Jean-Luc Mélenchon, Bernie Sanders ou Jeremy Corbyn, autant de leaders d'opposition régulièrement confrontés à de violentes campagnes de dénigrement de la part de médias mainstream possédés par les grands industriels et financiers qui veulent leur barrer la route vers le pouvoir. Troisième point, c'est précisément dans les pays où l'on a laissé la culture démocratique se dégrader constamment que l'on voit un jour les journalistes emprisonnés, victimes d'agressions ou d'assassinats. C'est dans les pays où le despotisme de l'argent et sa collusion avec l'État ont à ce point gagné la bataille qu'ils n'ont plus rien à craindre de la justice qu'on peut voir comme à Malte récemment, une journaliste enquêtant sur la corruption gangrénant l'île, lâchement assassinée aux yeux du monde entier. Et c'est précisément parce que nous ne voulons jamais voir ça en France que nous nous battons aujourd'hui. Dernier point, Monsieur Deloire, vous seriez sans doute plus fidèle à votre mission en protégeant notre pays des incursions de l'argent et de la puissance publique dans nos médias nationaux, plutôt qu'en proclamant bruyamment votre satisfaction de collaborer avec l'Élysée au sujet d'une loi sur les fake news prévue pour juin prochain. Une loi que de très nombreux professionnels du journalisme s'accordent à juger comme inquiétante, sinon franchement liberticide. De même que la directive sur le secret des affaires qui s'annonce et qui ne rassure pas davantage sur les intentions de ce pouvoir à l'égard des enquêteurs et des gêneurs. À l'inverse de ce qu'on nous raconte aujourd'hui, Dolores, pour dissuader toute remise en question des médias, c'est précisément pour garantir à l'avenir la sécurité des journalistes français qu'il faut se battre aujourd'hui pour sauver l'indépendance des médias. Une indépendance qui nous est chère ici. Merci beaucoup, Aude. On passe à l'actualité internationale. Pour ne malheureusement pas trop changer, le climat de violence ne diminue pas à Jérusalem. La raison, l'installation de l'ambassade américaine donc à Jérusalem. Elle a été inaugurée cet après-midi. C'était une promesse de campagne du président Donald Trump. Une inauguration qui suscite la controverse et fait craindre un nouvel embrasement dans la région. Pour comprendre les conséquences de ce déménagement, Yanis Mamdi a interrogé Alain Degrèche, qui est journaliste, directeur du média Orient 21 et auteur d'un Chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française. On l'écoute. Il y a des conséquences à différents niveaux. D'abord, au niveau diplomatique. Depuis 50 ans, les gouvernements américains successifs avaient toujours refusé d'installer leur ambassade à Jérusalem. Donc là, on franchit un pas supplémentaire dans le soutien qui est effectivement très fort et qui ne date pas d'aujourd'hui des États-Unis à la position israélienne en dehors de toute négociation politique. Et ça veut dire aussi que s'il y a des négociations politiques, elles n'incluront pas Jérusalem, ce qui est impossible pour les Palestiniens. La deuxième conséquence, c'est que ça a abouti à la rupture de fait des relations entre l'autorité palestinienne et les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais été un médiateur impartial. Ils ont toujours pris position en faveur d'Israël sur pratiquement tous les dossiers, mais là, c'est une étape qui est franchie et l'autorité palestinienne, pour une fois, a pris une décision assez ferme en rompant tout contact avec l'administration américaine, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation. Et la troisième conséquence sur le terrain, c'est d'accentuer le sentiment de désespoir des Palestiniens, mais on a une situation de fait dans laquelle on se dirige vers une situation d'apartheid. Et Jérusalem est un bon exemple, si vous voulez. Jérusalem qui a été unifiée, donc normalement, il y a aujourd'hui un tiers des habitants de Jérusalem réunifiés qui sont des Palestiniens. Alors les Israéliens disent, mais nous sommes prêts à leur donner la nationalité, c'est un mensonge absolu. Ils peuvent demander la nationalité, il y a 1% qui l'obtiennent. Mais ça veut dire que vous avez sur le même territoire deux populations, les Palestiniens et les Juifs israéliens, qui sont sur le même territoire et qui sont soumis à des lois différentes. C'est exactement la définition de l'apartheid. On n'est pas dans une logique de solution du conflit, on est dans une logique d'imposer la victoire d'un camp sur l'autre au détriment de toutes les résolutions internationales. Parce qu'il faut le rappeler, les Américains ont voté des résolutions du Conseil de sécurité demandant à tous les pays de retirer leur ambassade de Jérusalem. C'était en 1980.
Donc on voit que c'est un déménagement qui n'est pas sans conséquences politiques. Du côté palestinien, plus de 35 000 personnes manifestaient aux frontières entre Israël et la Cisjordanie et la bande de Gaza. Nos confrères de l'AFP sont allés à la rencontre des manifestants à Gaza. Écoutez. Le transfert de l'ambassade américaine va provoquer une éruption parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Cette décision est une promesse maudite de Trump. Nous ne l'acceptons pas et nous n'y croyons pas. طبعا هذا حلمي حيكون لاخر نفس فيه زي ما انت مش شايف اني انا متصاوب الصوابت على اللي هو على السياج. J'ai été blessé à la frontière et malgré mes blessures, je suis retourné à la barrière de séparation pour la marche du retour. Nous n'avons pas peur de leurs snipers ni même de leurs chars. Une manifestation à laquelle l'armée israélienne a répondu par tir à balles réelles. À la fin de l'après-midi, on dénombrait au moins 41 morts et 1600 blessés. On va maintenant en Irak où le week-end était électoral. Déjouant tous les pronostics, c'est le leader nationaliste chiite Moqtada al-Sadr qui ressort en position de force des législatives de samedi. Ses partisans ont en effet recueilli le plus grand nombre de voix, notamment à Bagdad, donc dans la capitale. En deuxième position du scrutin, qui n'a vu la participation que de 44% des électeurs, se trouve le chef militaire Hadi al-Amiri, qui a été le fer de lance de la victoire contre le groupe État islamique et qui est lié à l'Iran. La liste du Premier ministre pro-occidental sortant, Haïder al-Abadi, est pour sa part arrivée troisième. Donc, selon les derniers décomptes, c'est donc Moqtada al-Sadr qui est en mesure de choisir le Premier ministre irakien à la surprise de beaucoup. L'effet dégagiste a semble-t-il joué à plein. Cet imam est très populaire dans la jeunesse et chez les plus pauvres, il s'est vigoureusement opposé à toutes les influences étrangères, qu'elles soient américaines ou iraniennes. Il a en effet toujours gardé ses distances avec Téhéran et pour ces élections, il a rassemblé autour de ses partisans une alliance avec les communistes et plusieurs mouvements laïques ayant participé aux manifestations anticorruption qu'il avait organisées en 2016. Alors, tout de suite, on passe au MAC de Rémi Kenzo. Salut Rémi, ça va ? Très bien. Oui, alors toi, ça fait un petit moment que tu travailles sur le Red Star et vous avez créé un MAG, que dis-je, une pépite sur le foot populaire Made in Saint-Ouen. Mais alors pourquoi cet intérêt pour cette institution ? Alors Dolores, déjà parce que ce week-end, c'était la dernière journée du championnat de national et figure-toi que le champion, c'est le Red Star. Alors pourquoi ? Tout simplement aussi parce qu'aux médias, on s'intéresse à tous les aspects de la culture populaire, à celle du territoire où l'on se trouve. Et il se trouve que le football en fait indéniablement partie. Dans notre banlieue où on travaille, il y a cette institution, le Red Star FC. Or, on ne peut pas parler de la Seine-Saint-Denis non plus sans parler de foot. Et comment parler de foot en Seine-Saint-Denis sans parler du Red Star Football Club ? Alors, le Red Star FC, c'est ce club en national, la 3e division française de football, littéralement l'étoile rouge, et son stade emblématique, Bauer. Bon, perso, quand j'en parle, je t'avoue, je ne suis pas très neutre. Pour moi, le Red Star, c'est vraiment un truc de ouf. C'est un club populaire qui représente aussi les banlieues, qui représente le territoire du 9-3, avec une ambiance exceptionnelle, des supporters incroyables. Mais voilà, le club se transforme et de plus en plus de monde s'y intéresse. Plus seulement les fans de foot du quartier, mais aussi des publics plus bourgeois qui traversent le périphérique, qui ne vibrent pas forcément de la même manière pour le club. Ils veulent avant tout voir du spectacle qui se trouve souvent, d'ailleurs, dans les tribunes. Alors, on s'est demandé si le Red Star ne subissait pas un processus de gentrification. Le club est devenu hype, il attire l'attention des médias. D'ailleurs, pour le dernier match à domicile, pour l'anecdote, on avait demandé une accréditation que l'on n'a pas obtenue, tant il y avait de journalistes déjà accrédités, ce qui montre aussi à quel point ce club attire l'attention. Et pourtant, on parle d'un match de 3e division. On s'est demandé du coup si les travées de Bauer n'étaient pas en train de se hipsteriser entre pression foncière, football business et professionnalisme. Ce symbole du foot populaire n'est-il pas en train de faire des concessions ? On a voulu voir s'il y a un effet de mode et pour le média, décrypter cette évolution. Ce sujet, on l'a intitulé Red Star à marche forcée, un reportage réalisé avec Reda Settar et Romain Moriconi. Vraiment, je les en remercie parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel et je vous propose de regarder immédiatement le reportage. Quel fan de football n'a jamais entendu parler du Red Star FC ? En banlieue parisienne, entre les HLM de Saint-Ouen, le stade Bauer accueille les matchs de ce club historique. Dans la tribune du COP,
les ultras chantent leur passion du foot, ponctuée de slogans militants, reprise en chœur par un public historique et depuis peu par un nouveau public, apparu au fil des transformations du club et attiré par l'odeur de Bauer. Le Red Star est un club vraiment à part dans la géographie hexagonale du foot. Ancré dans le 93, il y a toute une mythologie sociale autour, parfois fantasmée. Club antifasciste, club de la banlieue rouge. C'est le club où jouait Rino de la Negra, résistant de la FTP Moy, fusillé au Mont Valérien avec Manoukian. Comment le Red Star évolue? Comment s'adapte-t-il aux contraintes du football business? Est-ce que le club résiste à la pression foncière dans le 93, là où réside son identité? C'est pas un club qui appartient qu'à une ville, ça appartient à toute une région. On sent dans ce club que tout le monde est bienvenu. Dans les travées de Bauer ou sur la pelouse de ce stade mythique, certains m'assurent que le Red Star restera ce club populaire qui fait la fierté de la Seine-Saint-Denis. À Bauer, c'est un stade mythique. Et voilà, les supporters, ils sont fantastiques. On est un club basé sur la tolérance, sur la mixité, sur le mélange. Et ce mélange-là est nécessaire. À la condition qu'il reste à la maison. Cette saison, le Red Star est champion de national, la 3e division du football français. Le club valide son retour en Ligue 2, une année après sa rétrogradation. Dans son enceinte à Bauer, le club de l'Étoile Rouge rappelle à tous les aficionados du ballon rond que le foot populaire peut se marier avec les contraintes du foot professionnel. En témoigne un ancien joueur, revenu au club avec l'habit d'entraîneur. 6 ans après avoir amené l'équipe de Quevilly en finale de la Coupe de France, il est l'homme qui a forgé l'équipe victorieuse du championnat. C'est vrai que le foot aujourd'hui est un milieu de business, d'intérêt, de résultats, de pression, d'objectifs, d'ambition. Mais le Red Star a gardé ce côté social, ce côté populaire, à travers toutes les équipes de jeunes, toutes les catégories. Encore une fois, ces proximités de culture. Mais je crois que ça restera à vie, ça. De toute façon, on en rigole souvent entre nous, on en parle souvent d'entre nous, mais que d'en parler, ça veut dire que c'est intégré et c'est imprégné dans nous. Sinon, on n'en parlerait pas pratiquement toutes les semaines. On a une discussion entre nous à ce sujet-là. Donc, le football social et le football populaire existent encore, et tant mieux. Le foot populaire au haut niveau existe encore. Mais beaucoup se posent la question, combien de temps cela peut-il durer ? Car le Red Star était avant tout un club ouvrier, installé dans un territoire industriel, entouré d'usines, désormais remplacé par des commerces et des habitations. Ce quartier, coincé entre les puces de Saint-Ouen et la rue du Docteur Bauer, 2 supporters de longue date le connaissent par cœur. Jacques et Gérard gèrent un site de fans, alleredstar.com. Ils sont la mémoire des passionnés de l'Étoile Rouge. On a du mal à imaginer ici en 2018, parce que bon, si on tombe dans les années 60, le stade était complètement différent. Il n'y avait pas donc l'immeuble en face, il n'y avait pas cette tribune-là. Donc c'était une butte, et en face une petite butte également. Et tout autour, c'était des usines. D'accord. Donc le problème, c'est que les matchs avaient lieu souvent le samedi après-midi, et les ouvriers à l'époque travaillaient même le samedi après-midi. Donc il y avait des usines, les mecs profitaient d'une pause de quelques minutes pour aller jeter un coup d'œil à travers une fenêtre pour voir le match qui avait lieu. Donc il y avait un rapport vraiment, c'était le club ouvrier de la région parisienne. Les transformations du Red Star accompagnent celles que subissent la proche banlieue parisienne. Et le stade ne répond pas aux normes du football professionnel, obligeant le club à l'exil. De quoi inquiéter les supporters. Cet attachement, il peut disparaître parce qu'il y a d'autres gens qui vont venir, qui vont se mélanger, qui vont et puis peut-être que l'identité du club va peut-être disparaître, surtout en partant de nouveau ailleurs. Car le projet du club est de reconstruire un nouveau stade, occupé par une galerie commerciale, un modèle sur fonds privés
inspiré par un précédent suisse, le stade de la Maladière à Neuchâtel. Le futur Bauer sera une infrastructure intégrée au projet du Grand Paris. En ligne de mire, les Jeux Olympiques d'été de 2024, attribués à Paris et qui désignent plusieurs équipements du 93 comme lieu de l'olympisme. Dans ce contexte, le stade Bauer joue sa survie. À la manette, un homme, président depuis 2008. C'est lui qui imagine le futur projet. Dans l'état où il est aujourd'hui, il faut un nouveau projet. Donc je pense que les collectivités ont compris que, au-delà de l'investissement difficile aujourd'hui municipal et des collectivités, il fallait un projet privé. Donc c'est un projet qui aujourd'hui trouve un environnement qui va lui permettre de construire un tour de table qui lui permettra de reconstruire ce stade dans un actif propre au club. À quoi ça ressemblera exactement ? C'est un peu tôt pour le dire, parce que la programmation est en train d'être travaillée, mais je pense que ce que l'on a en tête de ce que peut être un lieu où se recentrent des activités commerciales n'aura rien à voir avec ça. On va rentrer dans une ère dans les 2-3 ans différente, et je pense qu'on réunira des marques qui ne seront pas forcément mondialisées. Ce nouveau stade marquera la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère qui inquiète les ultras, même si la direction assure que ni les prix des billets, ni l'ambiance populaire ne disparaîtront. Pour s'en assurer, le collectif des supporters Restart Bauer restera vigilant. Un groupe qui s'est constitué dans l'objectif de maintenir le Restart dans ce stade. C'est eux qui font pression sur tous les acteurs pour leur rappeler que l'avenir du club dépend de celui de Bauer. La définition du club populaire, il se traduit surtout par son public en vérité, où on a vraiment inclus on va dire presque une lutte jusqu'au boutiste pour que le Restart reste ici. Et nous, à l'époque, on avait vraiment anticipé ça, parce qu'à l'époque, il y a plein de gens, que ce soit même au club ou des politiques, qui nous disaient que la question n'était pas à l'ordre du jour. Et je pense qu'on a vraiment bien fait d'anticiper cette question, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne serait plus là, quoi. Le Restart raconte donc une histoire. Il est le reflet d'une époque. Il témoigne de ce que devient la France du football. Car le Restart est déjà un club qui se bat avec ses contradictions. Issu de sa volonté de jouer au plus haut niveau, il raconte aussi l'histoire de sa région qui se transforme. Cyril Nazaret a mené une enquête sociologique dans les vestiaires de l'Étoile Rouge. Ce sociologue s'est immergé pendant 2 saisons avec les jeunes. C'est l'histoire du football, l'histoire de la région parisienne aussi. C'est-à-dire que le Saint-Ouen a été pendant très longtemps un bassin très ouvrier. Dans les années 60, je crois qu'il y avait à peu près 40 ou 50 000 ouvriers qui vivaient dans les secteurs avec le secteur comme la métallurgie sur Saint-Ouen. Aujourd'hui, ces secteurs ont disparu, donc il y a un renouvellement des populations et ces phénomènes de gentrification qui font que lorsque le spectacle sportif produit des performances et attire un public, le public a changé, mais c'est simplement l'histoire de la société française, je pense. Une histoire qui s'écrit en pointillé pour le Restart FC. Pour ses supporters et les jeunes que forme Sébastien Robert, un historique du club en charge de la formation. L'avenir du Restart, c'est lui qui le prépare, avec un gros point d'interrogation. Moi, ça fait 12 ans que je suis au club, voilà, j'ai connu que Bauer. Après, c'est vrai que il faut le rénover. Il faut aussi que Bauer vive avec son temps. Voilà, je préfère voir un match de football ici. Voilà, au milieu d'immeubles, et ça reflète un peu là aussi la banlieue parisienne, que peut-être loin de nos racines quelque part. En Ligue 2, le club laissera derrière lui un stade à reconstruire, et peut-être une partie de son identité. Le Restart devra réussir le pari de jongler entre la gentrification et la ferveur populaire, en gardant ses symboles d'antan, garants de l'Étoile Rouge. Car dessus, 2 visages semblent se dessiner, celui d'un fier représentant du 93 et celui du foot business, qui marquette jusqu'au logo, celui d'un club professionnel qui joue sa place au plus haut niveau. Quel visage prendra le dessus? La lutte se poursuit, dans les tribunes, dans le quartier. Une chose est certaine, le Restart, c'est Bauer. Alors, à la prise de son, il y avait aussi Christophe Couder, que je remercie, puis les cadreurs, et Jacques, le graphiste.
Je les remercie tous parce que vraiment, ils ont fait un super travail. Et en tout cas, l'esprit populaire du Restart continue à vivre. On l'a vu quand on y était, on l'a bien observé. Et dans les tribunes, on a croisé des ouvriers, des cheminots, des facteurs. Et ce sont les mêmes qui luttent aujourd'hui dans la rue. Certains sont des Restart fans. Et Bauer, c'est aussi un lieu où se font des connexions, des rencontres. Et c'est ça que les supporters ne veulent surtout pas perdre. On note d'ailleurs que lors du match où nous étions présents, il y avait une banderole et des chants en soutien à la grève des cheminots. Voilà. En tout cas, merci pour ce mini-documentaire de belle qualité. Et on a hâte de voir les prochains sujets sport que tu vas sans doute faire ici pour le Média. On croise les doigts en tout cas. Alors on va terminer sur une autre culture. Il y est question de Freaks et d'Égypte, de beauté des marges. Bref, Gérard Miller nous parle de Yomédine d'Abou Chaker Chaouki en direct de Cannes. Bonjour à tous. Certains se souviennent peut-être du célèbre film Freaks. Les Freaks, ce sont des gens à part, des gens qui ne ressemblent pas aux autres, peut-être un peu ceux que Macron désignait comme les gens qui ne sont rien. بص يا بشاي احنا هنا والنيل هنا وهنا هتمسك الطريق الرئيسي لحد النيل ومن النيل هتمشي في الجنوب لحد ما توصل لهنا. En tout cas, le film d'aujourd'hui me fait penser à Freaks. Il s'appelle Yomédine, son réalisateur est égyptien, Abbé Choki. Et il nous raconte l'histoire de deux personnages radicalement à part, radicalement hors normes. Un lépreux qui est guéri mais qui garde sur son visage et sur ses mains les cicatrices du mal, et un jeune orphelin d'une dizaine d'années qui se prend d'amitié pour lui. حربي احنا فين حربي؟ احنا قصاد الاهرامات. وفاهم جاموسة؟ تعال تعال. ها؟ ايه اللي جايبك وراي؟ ها؟ مش عايز اقعد في الدار لوحدي. مش سايبك هناك في الدار؟ يلا امشي. يلا. برضه جاي ورايا؟ يلا يلا يلا. Et tous les deux ont envie d'en savoir plus, non seulement sur leur propre histoire, mais aussi sur le monde qui les entoure. Et les voilà partis dans un formidable road movie qui va les entraîner à des centaines de kilomètres de chez eux. C'est un film drôle et intelligent, absolument pas doloriste, on rit bien plus souvent qu'on ne frémit, et qui nous permet de comprendre à quel point le monde qui nous entoure ne supporte pas la différence. Alors il y a bien sûr des gens qui ressemblent à nos deux héros, il y a notamment une scène très amusante, véritable cour des miracles, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne supportent pas le handicap et toutes les différences. Je pense qu'on peut dire que si vous avez aimé Charlot et le Kid, vous aimerez Yomédine, parce que ces deux films montrent à quel point les vrais héros du monde moderne sont les gens différents qui ne rentrent pas dans ce qu'on appelle la normalité. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé ce journal. Sans vous, on ne pourrait pas le faire. On espère vous retrouver toujours aussi nombreux et nombreux demain. Bonne soirée à vous.